finalement. Ensuite, un bon point sur le système de règles et les fiches de perso. Plus sur les fiches de perso que le système de règles, réellement. En gros, qu'est-ce que vous allez avoir besoin sur les fiches de perso, comment on fait les jets de dés, et un peu en gros comment ça marche. Vous sachiez si vous avez réussi ou pas, quoi. Et je vous propose, si ça vous va, de faire un petit scénario en suivant, qui est un scénario du bouquin, réellement, qui s'appelle Le froid et la nuit, qui devrait durer environ 2 heures. Même si je suis un peu pourri pour tenir des Mmh. horaires, normalement ça doit faire à peu près 2 heures. Ça marche. Est-ce que ça marche? Oui, Cool. très bien. Cool. Bon alors, Night. Night, qu'est-ce que c'est? Night, c'est un mélange entre Gear of War et les Marvel, en gros, euh, et les légendes arthuriennes. En gros, jusqu'à aujourd'hui, le monde est à peu près similaire à celui que on connaît. À partir des années 2020 jusqu'à 2035, il y a plein de changements majeurs au niveau de la géopolitique mondiale. Les principales, je vais pas m'étendre dessus, c'est en gros l'Afrique, les États africains qui vont créer une association d'États un peu sur le modèle américain ou européen, qui vont appeler les Nations d'Afrique Unie, la NAU, voilà, soutenue par les Chinois globalement, et qui vont devenir une puissance géopolitique majeure, notamment dans les hautes technologies. Il faut imaginer que c'est eux qui ont les terres rares, hein, principalement, et du coup ça les a aidés à développer de la technologie. En Asie aussi, il y a ce qui s'appelle le dragon asiatique, donc en gros les pays d'Asie qui commencent à se rassembler. Il y a une méga catastrophe aux États-Unis avec la peste rouge qui élimine la plupart, une grosse partie de la population de la côte Est. Enfin voilà. Donc en gros, un temps très mouvementé. On peut imaginer que c'est un peu le chaos dans le monde, mais tout ça, ce n'est rien à côté de l'arrivée de l'anathème. L'anathème, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on sait pas trop. En gros, aux alentours de 2035, un jour, les nuits se sont mis à être plus longues. C'est-à-dire que c'est pas que le soleil se levait plus tard ou se couchait plus tôt, c'est juste que la lumière ne, ne passait pas, n'apparaissait pas. Euh, il s'est mis à y avoir des zones comme ça, recouvertes de ténèbres. Et dans ces ténèbres sont apparues des créatures, sont apparues des manifestations différentes. Je le fais vraiment très très vite. Globalement, on va détecter, je vous ai mis une petite carte sur le Roll20 de l'anathème, on va détecter différentes manifestations de l'anathème qu'on a nommées de différentes manières. Je vais essayer de vous afficher la petite carte, si je la retrouve. Pourquoi je la retrouve pas? C'est carte anathème, c'est ça? Avec Ouais, c'est la ça, carte du aide de monde? jeu. Ok. C'est ça, hop, show to player. Voilà. En gros, voilà, vous allez voir les différentes zones qui ont été modifiées par l'anathème. Alors, toute la partie Asie, recouverte par la chair. Globalement, faut imaginer que toute cette zone-là a été modifiée, mutée. Et que ce soit la végétation ou les populations, tout est un amas de membres, de chair, de crocs, de dents. D'accord? Les arbres sont composés de bras et de griffes. Les humains sont déformés pour ressembler un peu à des zombies, par exemple. Euh, tout est horrible. Ok? Du côté de la bête, donc tout ce qui est Europe centrale, en gros de la frontière russe jusqu'à Paris, la, les animaux se sont transformés et les humains sont devenus hyper agressifs. Euh, et des créatures difformes attaquent les populations sans discontinuer. Du côté de la dame, donc toute la partie saharienne, on va dire, ou la partie centrale de l'Afrique du Nord, n'est plus qu'un immense désert gelé. Il y a absolument plus âmes qui vivent, les températures y sont extrêmes, de l'ordre de moins 70 degrés. Du côté de la côte américaine,
donc ce qu'on appelle le territoire de la machine. Là, il faut imaginer que les machines, réellement, ont pris vie. D'accord? Donc, des amas de mécanique ressemblant à des méga pelleteuses se déplacent toutes seules. Les bâtiments, il paraît que les bâtiments se déplacent, etc. Donc voilà, des manifestations bien particulières suivant les lieux. Euh, et à noter qu'une autre manifestation de l'anathème, et non des moindres, est le désespoir. Faut imaginer que les gens, la population, face à de telles horreurs, sont touchés par, au début, ce qu'on pensait être une maladie, mais finalement n'est pas une maladie, mais vraiment une manifestation de l'anathème qui s'appelle le désespoir. Les personnes désespérées deviennent complètement folles, violentes, et finissent généralement par se suicider ou par attaquer les membres de leur famille, de leur communauté, etc. Dans des rages meurtrières. Et en plus, le désespoir est hyper contagieux. Donc généralement, quand il y a un désespéré qui apparaît quelque part, ça fait effet boule de neige et les gens deviennent autour de lui désespérés. Et on a comme ça des communautés complètes qui ont disparu en très peu de temps, qui se sont massacrées. Ou qui sont retournés à des états bestiaux très violents. Bon, voilà. Donc autant dire que la face du monde a quand même beaucoup changé. On ne sait pas vraiment pourquoi. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas d'où ça vient. C'est vraiment arrivé brutalement. Les humains ont essayé de s'organiser un peu contre ça, mais rapidement, les armées ont été complètement inefficaces. Jusqu'au jour où 24 humains, enfin 24 hommes politiques ou chefs d'entreprise réputés, se sont présentés à l'humanité via les chaînes de télé en disant voilà, nous, on est immortels. On est immortels et on est le salut de l'humanité et on va vous sauver. Cool. Franchement, plutôt une bonne nouvelle. Bon. Immortel, les gens ont été quand même un peu suspicieux en se disant enfin, l'immortalité, tout ça vient, enfin. Pourquoi vous seriez immortel? Ils ont prouvé. La plupart d'entre eux se sont suicidés devant les caméras et sont revenus à la vie. Ils étaient immortels. Du coup, ils ont proposé un choix à l'humanité en disant voilà, nous on va construire des méga-cités, on va appeler des dômes, d'accord? On va construire des méga-cités dans lesquelles nous on va vous protéger de l'anathème. Ça tombe bien, on est les 24 plus grosses fortunes, les 24 personnes les plus influentes de l'humanité. En gros, à nous tous, on possède la technologie, on possède les médicaments, on possède l'argent, les entreprises, tout. Du coup, on se met ensemble, on est d'accord, et ensemble, on va construire 24 cités, dans les 24 plus grandes villes, en fait, de la Terre, et on va rejoindre la population qui veut nous rejoindre, donc une grosse partie de l'humanité, on estime à peu près la moitié de l'humanité, donc 3 milliards de personnes ont rejoint les dômes, et on va les protéger par des grosses lampes UV, des grosses zones de lumière qui vont repousser les ténèbres, et qui vont empêcher l'anathème de nous approcher. Voilà, globalement. Bon, par contre, il faut quand même accepter de perdre tous vos droits. Réellement, si vous nous rejoignez, on vous implante une puce, et puis on va vous classifier, hein, vous allez avoir des échelons de citoyens, et, et puis on va vous dire comment vivre, on va vous dire ce qu'il faut faire, et on va vous donner vos droits, et vous aurez plus le droit à rien d'autre. Mais on vous protège. Donc voilà, une grosse partie de la population préférant perdre leurs droits que subir les ténèbres et l'anathème, les a rejoints. D'autres personnes ont complètement refusé ce qu'on appelle les rebuts et vivent en petites communautés exposées aux ténèbres. Et donc voilà, très rapidement ce que ça donne. Pour la géopolitique mondiale, je passe les forces en présence, le Dashi, ça je vous inviterai quand même à regarder les petites vidéos où ce sera expliqué bien mieux et beaucoup plus en détail. Bon, le Knight là-dedans, qu'est-ce que c'est? Le Knight, c'est arrivé quelques années après l'anathème, 2 ans à peu près, 1 an et demi, où il y a un scientifique sud-africain qui a qui a demandé une réunion avec les immortels et qui a dit voilà, moi j'ai créé une armure.
Elle est géniale et ça va être une super arme pour combattre les ténèbres et l'anathème. Pour combattre les créatures, pour combattre les monstres. Voilà, c'est vraiment une armure fantastique. Bon, j'en ai créé qu'une seule, elle coûte très cher, mais je suis sûr qu'avec ça, on va pouvoir combattre les ténèbres. Les immortels, pas super chauds, ils lui ont dit ok, bon maintenant montrez-nous de quoi elle est capable. Du coup, il a filé l'armure à un vétéran de l'armée européenne qui s'appelait Raphaël McTavish, qu'on connaîtra plus tard sous le nom d'Arthur. Et Raphaël McTavish, équipé de son armure, il est parti à Dublin, une zone recouverte de ténèbres. Et à lui tout seul, il a dézingué toutes les forces des ténèbres qui étaient dans la ville et il a libéré la ville. C'est devenu une légende. Franchement, c'est quelque chose qu'aucun humain n'avait jusque-là réussi à faire. Il y a quelques endroits où les humains, à force de courage, de détermination, d'actes héroïques, ont réussi à combattre les ténèbres, ont réussi à repousser temporairement des ténèbres qui arrivaient, mais jamais on avait libéré une ville des ténèbres, là où des ténèbres étaient, on avait réussi à repousser les ténèbres. Et Raphaël McTavish, grâce à son armure, grâce à l'espoir qu'il a ramené à la population, a réussi à repousser les ténèbres. Les immortels ultra impressionnés ont débloqué des budgets, se sont dit ok, nous on va financer une entreprise, enfin on va financer une organisation qui s'appellera le Knight, parmi lesquels donc Arthur choisira des chevaliers, et nous on va fabriquer des armures, donc sous la direction de donc Samuel Niakate, la personne qui a fabriqué la première méta-armure, qu'on appellera par la suite Merlin, forcément, la première méta-armure s'appelant Excalibur. Donc on va fabriquer d'autres armures, d'autres modèles d'armures, qui plus est, afin d'équiper des chevaliers dont le but sera de combattre l'anathème et, si possible, de gagner cette guerre contre les ténèbres, quoi. Voilà, très rapidement, ce que c'est. Donc en gros, le Knight, vous êtes une organisation qui est hyper inspirée des légendes arthuriennes, mais c'est voulu. Les chevaliers de la table ronde, donc les chevaliers les plus prestigieux à l'heure actuelle de l'organisation, ont tous pris des noms de chevaliers légendaires des légendes arthuriennes. Donc on va retrouver Bohort, Sagramor, Lancelot, etc., Palomides. Chaque chevalier de la table ronde dirige une section, donc un regroupement de chevaliers avec une mission bien particulière. D'accord ? Je vous ai mis une petite aide de jeu avec les différentes sections et en gros, c'est l'aide de jeu qui s'appelle Section Knight. Et chaque chevalier de la table ronde, et pour chaque chevalier de la table ronde, quelle section il dirige et quelle est en gros la mission de sa section. Sachant que Arthur, lui, chapeaute tout ça et n'a pas de section directement sous ses ordres. Ok. Donc voilà, à l'heure actuelle, donc il y a 8 sections, 9 avec Bédiver, mais elle compte pas vraiment pour l'instant. Donc nous, on est les Korrigans sous la responsabilité de Palomides. Alors, Palomides, non. toi, tu es Korrigan quand on jouera Ping Yao, tu feras ok. partie de la section Korrigan sous Palomides. Par exemple, je sais que Olshad, lui, ce sera plutôt la section Cyclope. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc vous êtes chacun de sections différentes, mais il se trouve que, en plus de vos missions que vous faites pour vos sections, donc votre affectation, il y a ce qu'on appelle la garde. Et la garde, c'est un peu l'astreinte des chevaliers. En gros, quand vous n'êtes pas en mission pour votre section, quand vous appelez une mission à ce qu'on appelle votre coterie, donc c'est votre groupe de chevaliers qui généralement est composé d'un sénéchal, c'est un peu un responsable, même s'il n'y a pas de lien hiérarchique. Donc c'est celui qui prend quand il y a une connerie en fait. Un sénéchal et des chevaliers. Vous pouvez vous inscrire à la garde, enfin vous inscrire au tableau de la garde, et en gros, vous êtes en attente, et s'il se passe quelque chose quelque part et qu'on doit détacher les chevaliers, on vous y envoie. Mais là, vous n'êtes pas avec votre section, d'accord ? Vous êtes avec d'autres chevaliers du Knight. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on fera ce soir quand on fera le petit scénario. Donc, quand bien même vous n'êtes pas tous de la même section, vous serez tous appelés, tous les 4 en même temps, pour faire cette petite intervention en Sibérie. Et on verra ça tout à l'heure. Donc là, est-ce qu'il faut qu'on élise un sénéchal? Parce qu'en Non. termes de pitch, Non. sénéchal, il a aucune hiérarchie, mais c'est lui qui en prend plein la gueule quand il y a quelque chose qu'il va faire. Ouais, Tu vas pas avoir beaucoup de candidats quand même. Hein. Tout à fait, ouais. mais ça se passe toujours bien au sein du Knight.
Ah, ok. Vous êtes tous des chevaliers preux et valeureux. En parlant de ça, d'ailleurs, il y a un code d'honneur du chevalier qui est largement inspiré des chevaliers des légendes arthuriennes, et un code d'honneur qui est très important. D'accord? Euh, et qu'on demande, et que chaque chevalier du Knight, au moment où il est intronisé, au moment où il reçoit son armure, s'engage à respecter la main sur le cœur. Et au moment où Arthur lui pose l'épée sur l'épaule et l'adoube chevalier du Knight, évidemment, vous vous engagez à respecter ce code d'honneur du chevalier du Knight. Pareil, le code d'honneur que vous retrouverez en petite aide de jeu. Voilà, alors j'ai fait hyper succinct, c'est hyper brouillon, je vous invite vraiment à regarder les petites vidéos, mais on pourrait en parler en fait pendant des heures de l'univers, il faudrait faire une soirée que là-dessus si vraiment je voulais vous expliquer tout ça en détail. Là, en gros, voilà. C'est pas beau ce que vous allez combattre, Alors c'est un jeu qui est pas, qui est pas tout public, hein. Après, on peut le jouer comme on veut, mais globalement, de la manière dont il est écrit, c'est quand même très dark, euh, très sombre. Les désespérés, les personnes désespérées sont amenées à faire des choses assez horribles. Donc voilà. Et vous êtes la lumière dans ces ténèbres qui essayait de ramener l'humanité vers un peu plus de jours meilleurs, quoi, un peu plus d'espoir. Et c'est pas facile. Ok. Ok. Au niveau du système en lui-même, le jeu est organisé sur un système combo. Est-ce que ça vous parle, ce système combo ou pas? Ouais, un Attribut petit peu. plus Ouais. compétence, je sais pas. Eh ben absolument pas. C'est Ok, Carac plus Carac. Plus d'accord. Carac. C'est exactement ça. Alors, en gros, le jeu est organisé autour de 5 aspects. Ils ont appelé aspects. Chaque aspect a le nom d'une manifestation de l'anathème. N'y voyez pas un signe ou pas. Donc, nous allons par exemple avoir l'aspect chair qui va regrouper tout ce qui est caractéristiques physiques, globalement. L'aspect bête, l'aspect machine, l'aspect dame et l'aspect masque. Chaque aspect englobe 3 caractéristiques. D'accord? Donc, au total, sur une fiche de perso, vous avez 15 caractéristiques. Mais il n'y a aucune compétence. D'accord? Tout va se faire via vos caractéristiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est le système combo, c'est un système à succès. D'accord? Donc en gros, quand on veut réaliser une action, le maître du jeu détermine un seuil de difficulté, pour que l'action soit réussie ou échouée, et le joueur va lancer un combo de 2 caractéristiques. Sur les 2 caractéristiques, généralement, le MJ en détermine une. Typiquement, Kylian décide de combattre un monstre. Il me dit, je prends ma grosse épée et je me jette en courant vers lui. Je vais dire, ok, on va faire un jet de dés. Je pense que c'est une action de combat. Donc, moi, je vais te dire, la première caractéristique que tu vas utiliser dans ton jet de dés, ça va être combat. Et Mais moi, je vais après, dire que je vais courir très très vite pour lui foncer dessus avec mon épée. Et donc, je vais dire que c'est plutôt sur mon déplacement et combat, par ex- exemple. exactement, voilà, vous avez compris le principe. Et à ce moment-là, toi, tu peux adapter, en fait, suivant l'action RP que tu veux donner, la caractéristique que tu vas utiliser. D'accord? Donc effectivement, si c'est plutôt quelque chose, la rage du barbare qui tape dans tous les coins sans regarder et sans faire fi de dommages collatéraux, ça peut être hargne. Combat hargne, ça peut être combat connaissance, si tu essayes de mettre un coup très précis parce que tu veux toucher une artère, euh, voilà, où tu veux faire mal, enfin voilà, où tu dis je veux déséquilibrer l'adversaire, ça peut être combat connaissance, un combat dextérité, voilà, etc., etc., etc. Euh, Ça peut mettre un combat parole pour essayer de désarçonner un peu quelqu'un et de le démoraliser, quoi. Donc voilà, ce qui va vous permettre en fait sur chaque action. Donc à chaque fois, il y aura donc une caractéristique donnée par le MJ, et après, suivant votre action, c'est vous qui déterminerez l'autre caractéristique, en essayant de rester un petit peu cohérent et d'éviter voilà, de toujours utiliser la même, quand bien même ce serait pas forcément dramatique, mais ou d'essayer d'optimiser à fond les jets de dés, quoi.
Aaron, je crois, qui a beaucoup en parole. Non, il n'a pas beaucoup en parole. Enfin, peu importe, mais quelqu'un qui a beaucoup en parole, il me dit, moi, je fais un jet de tir-parole. Allez, la grenade, on y va. Bon, il y a quand même des chances que le MJ n'accepte pas, quoi. Donc voilà, ça, ce sont pour les jets de dés génériques. Alors, sur votre feuille de perso, pour faire ces jets de dés, alors vous allez retrouver donc, si vous ouvrez votre feuille de perso, dans la partie caractère sheet, il y a la partie dossier. D'accord ? Il y a un premier onglet dossier qui est le premier en haut à gauche, là, sur les 6 onglets. Dans cette partie dossier, donc vous allez retrouver vos différents aspects et les caractéristiques associées. Et caché en plein milieu de la feuille, un petit encart là, alors moi je l'ai en anglais, c'est roll, ça doit être jet de dés ou quelque chose Un comme ça. D6 à côté du petit D6 Ouais, qui est... Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, moi, j'ai ma fiche, mais elle est toute blanche. J'arrive même pas à la... Voilà, si vous voulez, voilà, bah, je vois que par exemple, ouais, toi t'as déjà choisi Anne sans froid. Donc dans cette partie-là, si vous voulez faire un jet de dés, vous pouvez sélectionner donc les deux caractéristiques, cliquez sur le dé et normalement ça va vous faire le. Alors, dans quoi dans quel... Parce que là, j'ai dossier, armure, combat, c'est Ouais, dans dans la quoi partie dossier. Attends, j'ai pas entendu, pardon. La partie dossier. D'accord, ok. Dans la partie dossier, au milieu à gauche à peu près, t'as un truc qui s'appelle jet de dés normalement. Ou roll. Jet. Ou jet. Ouais, Ou j'ai, jet. ouais. Avec un D6 à côté, ouais. Voilà. Ah, ok, d'accord. Et tu choisis en fait ce que tu veux, déplacement plus, C'est par ça. exemple, je sais pas, combat, voilà. Hop. Par exemple. Et après, il y a le D6, là, tu jettes les dés. Ok. Et Ok, du coup, d'accord. en résultat, ça va vous donner un nombre de réussites. D'accord ? Sachant Ouais. que, en gros, vous additionnez les deux caractéristiques, vous jetez ce nombre-là en dés, et chaque résultat pair est une réussite. Chaque D'accord, résultat c'est impair chaque est un résultat. échec. Non, voilà. Ok. Vous avez une chance sur 2 par dé. Mm. À ça va se rajouter ce qu'on appelle les overdrive. Les OD que vous voyez à côté de vos caractéristiques, donc dans le dossier. Il y a des endroits où vous avez des OD. Là, je suis sur la fiche de Sveltana. Elle a un OD en déplacement, par exemple. D'accord ? Ouais. Les OD, vous les avez que quand vous êtes en armure. Ce qui va être 99% du temps quand vous jouez à Knight. En gros, ce sont des améliorations données par votre armure sur certaines caractéristiques. D'accord ? Ok. Ça vous donne des réussites automatiques au jet de dés. Ah, on peut pas faire d'échec critique, du coup, c'est ça? Alors, si tu peux quand même faire. Si t'as que les OD qui Ah, ça ça fait marque un pas échec les OD, critique. d'accord. Non, Ok. ouais. Ah, Ouais. dommage. Après, les critiques sont. Alors, c'est pareil, faire un échec critique, c'est-à-dire que tous tes résultats sont négatifs, enfin, sont impairs. Et une réussite critique, c'est tous tes résultats sont pairs. Son père. Donc, plus t'as de dés, moins t'as de chances de faire une réussite critique, Ouais. mais aussi un échec critique, quoi. Et là, l'échec critique, c'est, j'imagine, une espèce de catastrophe. Et la réussite Ouais, critique, tu relances c'est- les dés? Tu relances les dés, tu ajoutes les réussites en plus, quoi. D'accord. Enfin, moi, pour y jouer beaucoup, c'est quand même rare, dans un sens comme dans l'autre. Bah ouais. Réellement. C'est Attends, vraiment... t'as pas joué avec moi encore. Une chance sur 2. Enfin, on va pas faire de stats. Mais... Ah, mais bon. Positivement ou négativement? Ah, mais négativement. Je suis le roi du fumble, moi. Bon. Sauf quand je suis mineur de jeu. Il faut qu'on ouvre le tableur Excel pour compter. Ah, non, mais c'est... Donc voilà, ça, ce sont pour les jets de dés, de caractéristiques que vous demanderez dans la partie pour des actions hors combat. Vous verrez que pour le combat, on va gérer ça avec une autre partie de la feuille. Tant qu'on est sur cette partie dossier de la feuille, bon, il y a plein de choses. Les deux choses intéressantes, ça va être tout en haut, à gauche de la feuille, défense, réaction, initiative. Ah, ok. La défense, globalement, ce sont des caractéristiques passives, hein, donc vous n'aurez pas de jet de dés à faire avec. C'est la difficulté du MJ pour vous toucher. Au corps à corps, la réaction, la difficulté au tir.
Et l'initiative, vous cliquez dessus, c'est un score d'initiative plus 3d6, voilà, qui vous permet de savoir à quel moment vous allez agir dans le tour si on l'utilise. Ok. Motivation majeure, mineure, c'est surtout utilisé en campagne. En gros, c'est motivation majeure, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans le Knight et à combattre l'anathème, et quel est vraiment votre objectif personnel au sein de l'organisation, en plus de combattre les ténèbres, etc. Donc chacun a sa propre motivation majeure, et les motivations mineures, ça c'est beaucoup plus important. Ce sont des petites actions qui, quand elles sont réussies, ou quand elles sont réalisées, parce qu'elles sont forcément réussies, quand elles sont réalisées au cours des parties, vous permettent de regagner de l'espoir. Parce que l'espoir est une caractéristique, on va voir juste après, qui est très très importante dans Knight, notamment pour les chevaliers. Du coup, si je descends un tout petit peu, on arrive à la partie armure. Donc, pour votre armure, vous allez avoir sous la case armure, c'est en gros les points réellement d'armure. Donc la résistance physique de votre armure. D'accord ? À noter que quand vous prenez des dégâts, tant que vous avez des points d'armure, c'est l'armure qui prend les dégâts avant que ce soit vos points de vie. D'accord ? Ce qui paraît assez logique. Mais pour chaque tranche de 5 points d'armure que vous perdez 1 point de vie, qui représente les chocs, les coups et le fait d'être secoué à l'intérieur. Ok ? Ok. Voilà, c'est pas parce que vous avez une grosse armure que vous risquez rien. C'est-à-dire que quand on vous balance, quand vous attrape par le pied, quand on vous jette contre un immeuble, même si votre armure, vous n'avez pas le dos brisé, vous êtes quand même sonné. Il y a un type L'énergie. d'armure. Excuse-moi. Il y a un Vas-y, type je t'en prie. d'armure. Les types d'armure. Ouais, les types d'armure. Ah, il y a plein, il y a 9 types d'armure de première génération. Il y en a plein, Non, donc, je veux dire, les armures, tu sais, sous la section armure, Oui. à droite, j'ai un truc qui s'appelle les types, et tu peux choisir un différent type, donc Soldier, Hunter, Scholar, Herald, Scout. Ah, Est-ce que c'est ouais, des, alors, est-ce que c'est des j'arrive juste après. différentes combos ou Oh, ok. Ouais, ça, c'est des différents combos pour ton armure Warrior. Parce que toi, tu as une armure Ok, c'est spécifique. Warrior tu vas pouvoir, en fait, c'est une armure qui est hyper modulable et qui peut un peu se transformer et te filer des avantages suivant les actions que tu veux faire. Ok, super. D'accord ? Ok, Et je vais essayer de vous les détailler chacun, au moins vos 4 armures, juste après. Parce que moi, j'ai pas ça. Hein. Non, Moi non plus. Moi non plus. Ouais. J'étais en train de chercher, mais non. Bah pareil. Hey, j'ai fait, c'est où Ouais, désolé les gars. Ouais. On joue au Transformer Non, bah non, j'ai pas. On va y arriver. Donc là, par contre, ce que tout le monde a, c'est bien l'armure. Vous avez chacun des points différents. Hein. Donc un certain nombre de points d'armure, un certain nombre de points d'énergie qui vont vous permettre à déjà mouvoir votre armure, qui vont vous permettre d'utiliser aussi des modules d'armure ou des capacités spéciales. D'accord ? Ok. Et un champ de force. Ça, c'est méga cool, le champ de force. Il faut de l'énergie pour le faire marcher, mais tant que vous avez de l'énergie, vous avez un champ de force. Et le champ de force, en gros, c'est vous dégrévez la valeur du champ de force à chaque fois que vous prenez des dégâts avant d'impacter l'armure. D'accord. Voilà. C'est vraiment une bulle de champ de force autour de vous qui vous protège des dégâts. Donc, par contre, si les dégâts ne passent pas le champ de force, il se passe absolument rien, quoi. Si les dégâts que l'adversaire vous fait ne dépassent pas le champ de force, il se passe rien. Donc, juste pour bien récapituler, donc en premier l'armure prend les coups. Donc par exemple moi j'ai 90 en Non, armure. en premier, ce sera le champ de force. D'abord, c'est le champ de force. Ok. Si ça passe au champ de force, c'est l'armure. Et s'il n'y a plus d'armure, ce sera les points de vie. C'est la santé. Ok. La santé. Ouais, Ok. tout à fait. Parfait. Exactement. C'est clair. Et voilà, on va remarquer que vous avez quand même beaucoup moins de santé que de points d'armure. En règle générale. Ça va très vite. Et Le ensuite, champ de force, c'est un peu comme. Excuse-moi, le champ de force, c'est un peu comme la classe d'armure. Ça passe ou ça passe pas? Ou est-ce que c'est des points qui s'enlèvent aux dégâts ou quelque chose comme C'est ça? une réduction de dommages. c'est une réduction de dommages. C'est réduction de dommages, ok. Fixe. Et elle fonctionne tant qu'on a de l'énergie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Tant que t'as de l'énergie. C'est que ça, en face, ça doit taper très fort. Ouais, quand même. Hein. Bah ouais, parce que quand tu vois les protections qu'on a. Écoute, t'as plus fort aussi. C'est l'avantage. Ouais. Et ensuite, l'espoir. Alors ça, c'est hyper important. L'espoir, une fois qu'il est perdu, on ne peut le regagner que
en accomplissant des motivations mineures, d'accord, et que votre santé tombe à zéro, vous êtes mort, et ça on peut assez facilement le comprendre, quand bien même, dans cet univers-là, santé tombée à zéro, bon en gros il manque des morceaux, mais on est capable de recoller d'autres morceaux, autant quand votre espoir tombe à zéro, c'est-à-dire que vous perdez foi complètement en l'humanité, et en gros vous devenez désespéré. Et c'est pas bon. C'est pas bon, le perso il est terminé. Enfin, un personnage qui tombe à 0 point d'espoir, c'est plié. D'accord. Hmm. Voire même, il Ouais, va bon. rejoindre l'anathème, quoi. Et il va La se santé battre. mentale à Cthulhu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça ressemble beaucoup à la santé mentale à Cthulhu. Et à noter Ok. que l'espoir, plus vous êtes confronté à des situations dures, à des situations où l'humanité perd, quoi, ou à la mort, ou à la destruction, ou au carnage, plus je vais vous demander de tester l'espoir. Un test d'espoir, ce sera toujours, c'est la seule fois d'ailleurs, je crois, où le combo est imposé. C'est un combo hargne sans froid. D'accord? Toujours. Donc, si vous êtes face à une situation que je considère nécessite un jet d'espoir, vous me faites un jet de dés, combo hargne sans froid, avec un seuil de difficulté. Ceux qui le réussissent prennent sur eux et continuent d'avancer. Ceux qui le loupent perdent des points d'espoir. Ok? Ok. Ça marche. Nickel. Et Bon, pour cette première page, il y avait l'héroïsme en bas. Ouais, alors, si, l'héroïsme, si, c'est important. L'héroïsme, parce que vous êtes des héros. Très clairement, vous êtes des héros, et il faut se comporter comme tel. C'est ce que l'humanité attend de vous. D'accord? Mm. Quand vous faites des actions particulièrement héroïques, que ce soit badass, dans le sens je me jette seul contre 50 monstres avec mon épée, ou je protège la veuve et l'orphelin, ou je fais un discours éclatant pour pour redonner espoir à une population de rebus qui était sur le point de craquer, quel que soit le type d'action, si le MJ, donc moi je considère que c'est une action héroïque, c'est vraiment une action, voilà, je vous récompense de points d'espoir. Ces points d'espoir ont plusieurs manières d'être dépensés. Alors déjà, le maximum, c'est 6 points d'espoir que vous pouvez stacker, cumuler. Vous pouvez dépenser individuellement quelques points d'espoir. Il y a une petite tête de jeu qui s'appelle point d'héroïsme. Pardon, pas d'espoir, c'est point d'héroïsme. Qui peut vous permettre, entre autres, de relancer un jet de dés qui est foiré, ou de rajouter une troisième caractéristique à un combo. Si vous voulez être sûr de réussir à toucher une créature, par exemple, pour faire un maximum de réussite, vous pouvez rajouter une troisième caractéristique. Faire un maximum de dégâts ou de violence sur un jet de dés, enfin voilà, ça vous donne des petits bonus temporaires comme ça sur un jet de dés en cramant des points d'héroïsme. Et il y a aussi le méga mode héroïque, c'est-à-dire que si vous arrivez à stacker 6 points d'héroïsme, à un moment d'une scène, vous pouvez dire, là, mon perso, je dépense tous mes points d'héroïsme, et je lance ce qu'on appelle un mode héroïque. Et en gros, le MJ se met un peu en retrait, et le joueur va décrire de manière narrative comment, de manière badass, il va régler la scène, régler le combat, régler la situation. Les autres joueurs continuent d'avoir la parole, mais il y a un joueur, enfin le joueur qui a déclenché le mode héroïque est vraiment au centre de la scène, et c'est vraiment lui qui sera le héros de cette scène-là. Les autres vont être là pour l'aider, et vont pouvoir faire des jets de dés pour amener à ce qu'il réussisse son mode héroïque, mais voilà. Et par contre, le MJ n'a quasiment plus rien à dire. Enfin, voilà, c'est vraiment, il va y arriver, quoi. Ok? Ok. C'est ce qui fait les légendes. Donc il faut être à son max hein, et tout dépenser. Ouais. Il faut être à son max et tout dépenser. Vous y arrivez rarement en un scénar. Faut imaginer que c'est. Ouais, parce que là, à l'actuel, on est à 0, donc on va prendre au fur et à Ouais. mesure, et donc... ouais. C'est ça. Dans le scénario, vous pouvez toujours gagner 1 ou 2. Je sais pas si sur Ping Diao, je pense pas qu'on ait prévu de points d'héroïsme dans Ping Diao. C'est vraiment une mécanique qui est faite pour jouer en campagne, quoi. Ouais. Oui, bah oui. L'onglet armure, il y aura aucune info autre qu'on va utiliser. L'onglet, on va pas faire combat tout de suite, on va faire l'onglet module
qui est un peu plus important. Donc, je vous invite tous à aller sur l'onglet modules. Les modules, ce sont des mods, réellement, que vous pouvez acheter quand vous êtes à Camelot, donc le bâtiment d'enceinte du Knight, auprès de Merlin, entre autres. Alors, pas acheter, récupérer avec des points de gloire. Donc, plus vous êtes un chevalier glorieux, plus on vous donne accès à du matos. Et donc ces modules, vous pouvez les installer sur vos armures et ils vont vous donner des avantages et des capacités supplémentaires. Typiquement, je suis toujours sur la feuille de Sveltana avec son armure rogue. Toi, tu vas avoir un module flash. Le module flash, il faut imaginer que c'est une grosse lampe qui est installée, alors certainement sur ton torse ou sur une épaule. Enfin, c'est toi qui décideras un peu où elle est installée. Et qui te permet en gros pour 2 points d'énergie de flasher la pièce et de mettre un malus aux créatures de l'anathème. L'anathème, c'est les ténèbres. Tout ce qui est lumière, ils l'ont en horreur. Et les éblouis, quoi. Ouais, voilà, en gros. Ok. T'as aussi Donc un là, module de saut. Ouais. Les 3 modules qu'on a là, on les a. Ça, ils sont installés Ouais. déjà. Ah, ils sont installés. Voilà. Ok. C'est pour ça que je vous les présente maintenant. C'est les modules que vous avez sur vos armures. Mhm. Tu as un module de saut qui te permet quand même de sauter à une portée moyenne de 100 mètres. Ce qui est pas mal, hein. On sautera ensemble parce que j'ai le même. Voilà. Je l'ai aussi. J'imagine que vous êtes tous des Iron Man. Clairement. Là, Vous oui. avez oui. tous des Ça armures donne de l'image, Iron en fait. Man. C'est vraiment l'image. Ouais. Bon, en face, c'est des grosses créatures bien badass, bien méchantes, mais vous êtes tous des fucking super-héros, quoi. Donc t'as un module de saut qui te permet de sauter jusqu'à une hauteur de 100 mètres, et en plus, Ah, mais- forcément, si tu sautes pour frapper, ça Pour rajoute. frapper, ouais, c'est ça, c'est ce que je regardais, quoi. C'est Voilà. intéressant, quoi. Donc c'est wouah. Et t'as un module de vue alternative, en l'occurrence le Heartbeat, qui te permet de voir les battements de cœur à travers les obstacles. Ça permet de repérer les gens, ça, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ouais, mais la question, c'est est-ce que les monstres ont un cœur? Ah non, ils ont pas de cœur, les monstres. Ça- C'est ça- pas gagné pour que tu puisses les voir. Ils sont sans cœur. C'est monstres sans cœur. Sur la fiche de Aaron, donc tu as aussi un module de saut. Tu as aussi un module de vue alternative, mais toi c'est une vue thermique, donc Ouais, tu thermique. détectes les sources de chaleur. Et tu as un module banner, qui est le module tirez-moi dessus. Ouais. Et en gros, quand tu l'actives, tu prends l'aggro, d'un point de vue très méta. C'est une cible sur toi. C'est allez hop, tout le monde sur moi et on est parti. C'est ça. C'est ça d'être un héros. Le taunt. Exactement. Et je saute juste après. Euh, Loin. Antonio, lui, il a aussi le module aggro et un module de saut. C'est celui qui a le moins de modules, je crois. Et Stanislas Ravinsky, le geek avec son armure de jeux vidéo, il a un module de saut, un pod fusée éclairante. Donc c'est un peu comme le flash, sauf que le flash c'est vraiment temporaire, d'accord ? C'est vraiment tu vas flasher la pièce pendant un round. La fusée éclairante, tu balances un moment de des fusée qui tours, peut aller se planter au plafond par exemple et éclairer la pièce pendant un des 6 tours. Et tu as un pod rocket qui est toujours sympathique de pouvoir balancer des missiles. J'avoue. Donc voilà, ça c'est pour vos modules. Attention, donc utiliser des modules vous coûte des points d'énergie. Le pod rocket, mine de rien, c'est 10 points d'énergie quand tu en as 60. Voilà, ça peut aller Ça part vite, hein. assez vite. Oui. Alors, il faut imaginer que vous avez des armures hyper puissantes. C'est vrai surtout là, on n'a pas encore parlé de vos capacités, mais vous allez voir, c'est vraiment énorme en capacité. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que vous avez de l'énergie. Et vous êtes hyper puissant, mais pas longtemps. D'accord ? Donc, il faudra toujours faire attention quand même à gérer votre énergie, parce qu'une armure qui se retrouve à 0 d'énergie, elle n'existe plus, elle se fold, comme un Iron Man. L'armure, c'est de la nanotechnologie, hop, elle se replie, et puis vous êtes à poil en dessous, quoi. Ok ? Donc attention à bien toujours conserver assez d'énergie et faire un peu attention. Alors normalement, vous avez largement assez d'énergie pour n'importe quel scénar. Hein. Ne soyez pas non plus trop économe, quoi. Mais voilà, à savoir que
balancer, enfin utiliser 30 points d'énergie dès le premier tour. Et ça peut manquer un peu sur la fin. Et t'en récupères au repos, non? C'est ça? Alors non, Tiens. t'en récupères. Alors là, en l'occurrence, je crois que ouais, vous avez des nodes. Bon, là, en gros, t'as des nodes d'énergie. Donc, en gros, c'est des petites capsules, des piles. T'as des batteries de secours, comme avec le téléphone. En gros, t'as 9d6 points d'énergie pour la partie supplémentaire. Ok, d'accord. Morceau. Et sinon, pour les recharger, il faut ramener l'armure à Camelot, en gros. Bon, bah, Euh, c'est où la node? les nodes, vous allez les voir. Alors, dans l'onglet combat, maintenant, on va passer à l'onglet combat. Ouais. En cours de partie, en gros, on va Ah utiliser oui, j'ai on vu. va utiliser que l'onglet combat. À 99% du temps, ça va être l'onglet combat. Et de temps en temps, ça va être l'onglet dossier quand il y a un jet de dés d'espoir à faire ou un jet de dés de caractéristiques sauter par-dessus un ravin ou quelque chose comme ça, quoi. Mais si vous avez l'onglet combat d'ouvert, généralement, tout va se jouer là. Donc dans l'onglet combat, on va retrouver toutes les infos armure et physique et mentale de la fiche de perso. Les fameux nodes, donc des nodes de soins, des nodes d'armure, des nodes d'énergie. Donc les nodes de soins, en gros, c'est des picouzes de drogue de combat et de stimulants qui vont vous permettre de récupérer des points de vie. Points de vie très méta. Les nodes d'armure, c'est des packs de nano qui vont réparer les armures. Et les nodes d'énergie, c'est des piles. Ok. Euh, En dessous, vous allez avoir donc un onglet avec. Donc là, je suis sur celle de Stanislas Ravinsky. Priest, donc votre méta-armure propre, donc les caractéristiques de votre armure propre, donc ils vont être différents pour chaque personne. Typiquement, donc toi, Olshad, avec ton armure Priest, tu as deux capacités spéciales d'armure. La première, c'est un mode mécanique qui va te permettre de réparer les armures de tes copains à distance ou au contact. D'accord. Donc voilà, ça te permet de leur filer des points d'armure en plus. Et un mode nano-C qui est en gros un mode complètement ouvert, narratif, où t'as à ta dispo dans ton armure une quantité de nanotechnologie disponible qui te permet de fabriquer absolument ce que tu veux. D'accord? Ok. C'est-à-dire que tu veux fabriquer une arme, tu peux fabriquer une arme. Tu peux fabriquer une rampe pour que ton copain il puisse s'élancer dessus. Tu peux fabriquer une rampe, tu peux fabriquer un escalier, tu peux barricader une porte. Enfin voilà, tu as un volume de nano à ta disposition. Sachant que plus, je crois que c'est à peu près, je vais te leur dire, il faut que je regarde 1 m3 de nano. Sachant que si c'est un objet simple, bah c'est, voilà, tu peux faire un gros objet d'1 m3. Par contre, plus il va être précis, détaillé, technologique, plus il va être réduit, quoi. D'accord. Et plus il va être compliqué à faire avec un jet de dés plus compliqué. Ok? Mais par contre, voilà, c'est toi qui te dis, bah là, je décide de fabriquer ça. Donc c'est vachement cool. C'est vachement cool. Donc ça, ce sont tes deux modes. Je vais peut-être faire le tour des modes avec les autres armures. Du coup, Robin Vador, Antonio Robin. Barayani, toi, tu as une armure Warrior. L'armure Warrior, c'est la première armure. Donc c'est celle que portait Arthur quand il a combattu l'anathème la première fois. Et en gros, c'est une armure qui va s'adapter à différents types de situations. Typiquement, tu peux choisir le mode Soldier, Hunter, Scholar, Herald ou Scout. Chaque mode te rajoute des overdrive dans les caractéristiques associées. Typiquement, si tu prends le Soldier, tu as un overdrive en déplacement, un overdrive en force, un overdrive en endurance, qui se rajoute à ceux que tu as déjà. D'accord? Passer en mode Hunter, c'est un overdrive en 1, combat instinct, etc., etc., etc. Sachant que, je le rappelle, les overdrives sont des réussites automatiques. Donc c'est quand même hyper intéressant, quoi. Voilà, ça c'est la seule caractéristique de l'armure Warrior. Ensuite, l'armure, donc de Aaron, qui est une armure Warmaster. L'armure Warmaster qui est une armure de soutien. Alors, par contre, pourquoi ton armure n'est pas... Hop, voilà. Qui est une armure de soutien
pareil, elle a deux capacités. La première, c'est un mode Falcon. En gros, le mode Falcon, c'est un mode purement méta, hein. C'est un mode d'analyse des ennemis. En gros, quand tu vas pouvoir détecter des faiblesses ou avoir des connaissances sur les créatures que tu es en train de combattre. Connaître leurs points faibles, connaître leur nom, connaître leurs caractéristiques, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est permanent, c'est-à-dire ou non, il faut que j'utilise. Non, faut le déclencher. Faut le déclencher et ça te D'accord. coûte un certain nombre de points d'énergie. Ça te coûte un Ça certain va nombre de trop points vite sur ma d'énergie que je ne sais pas parce que c'est pas écrit, mais je te le redirai. Ok, très bien. Et ensuite, tu as le mode Warlord. Là, ça c'est vraiment cool pour aider tes copains. Le mode Warlord, en gros, c'est des impulsions, c'est des ordres que tu vas balancer en fait aux armures, pas aux personnes directement, mais aux armures de tes copains. Et tu peux leur filer une action supplémentaire, utiliser un mode d'esquive qui va leur permettre d'augmenter leur défense et leur réaction. Ouais. Utiliser un mode de force qui va booster en fait leur champ de force. Ouais, c'est D'accord. ça. C'est tu plus donnes des 2 au buffs. champ de force lors du prochain tour. Ah ouais, j'ai la liste sur la feuille de perso. Impulsion de T'as la guerre. liste, Ok, bah ouais. c'est clair, ça me va bien. Et puis Voilà. du coup, je cherche le mode. Falcon, Je regarderai. Ouais, Falcon. C'est bon, j'ai trouvé. C'est 6 d'énergie. 6 d'énergie. Ouais. Ça c'est Ouais. cher. Ouais. Mais par contre, ça peut aider. Ouais. Et ensuite, l'armure Rogue. L'armure Rogue la plus discrète, mais non moins mortelle. Elle peut littéralement se rendre invisible. Mais vraiment invisible. On n'entend pas, on ne la voit pas, on ne la sent pas, on ne sait pas qu'elle est là, mais quand on s'en rend compte, il est trop tard. Donc voilà. Typiquement, tu peux te rendre, donc activer le mode Ghost, c'est ta seule capacité. Par contre, à noter que quand t'es invisible, tu tapes plus fort, tu te déplaces. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment la classe. Ok. Ok, Ouais, ça marche. cool. Euh, donc voilà, maintenant que vous avez vite fait connaissance de vos armures, il y a la capacité des armes hein, qui sont juste en dessous. Alors il y en a parmi vous qui sont plus orientés corps à corps, d'autres qui sont plus orientés combat à distance. Typiquement là je suis encore sur Zeltana, toi t'es équipé de 2 sabres brûlants, donc 2 armes bien costauds. Quand Moi, je suis tu les plus. utilises, tu peux faire le jet de dés directement depuis la partie combat en sélectionnant au niveau du jet là, à droite de l'arme les deux Ouais, je vois, caractéristiques que ouais. tu veux utiliser. Tu cliques sur le jet de dés et ça va faire les calculs directement. Donc le nombre de succès, les dégâts et ainsi Ok, d'accord. que tous les bonus-malus qu'il peut y avoir. C'est là où Roll20 est une vraie aide parce qu'il y a une tétrachée de bonus-malus. Ah, puis c'est automatisé, c'est bien. Ouais, tout est automatisé et c'est quand même vachement cool, quoi. Mm. On sépare les dégâts de la violence. Donc chaque arme en fait a 2 caractéristiques, une caractéristique de dégâts et une caractéristique de violence. Parce que vous allez avoir 2 types principaux d'ennemis dans Night. Il y a les ennemis individuels, les créatures que vous allez pouvoir taper en 1 contre 1. Généralement c'est des créatures assez costauds. Et il y a ce qu'on appelle des bandes. C'est tout ce qui va rassembler des masses de créatures, de la vermine, de la grouille, ou dès qu'il y a plus de 10, 15, 100 personnes qui vous tombent sur le rable, quoi. Là, on va pas faire 100 jets d'initiative et faire les dégâts pour les 100 personnes. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle une bande. Et en soi, individuellement, ils sont pas très forts, mais ce qui fait leur force, c'est leur nombre et des vagues. Et donc ça, c'est... Les bandes vont pas faire de jets de dégâts à chaque tour, de jets d'initiative et de dégâts contre vous. Par contre, à chaque tour, ils vont infliger une valeur de dégâts fixe qui va être exponentielle, enfin qui va s'amplifier au fur et à mesure des tours. Typiquement, si j'ai une bande qui a une valeur de débordement de 7, au premier tour, elle vous inflige 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, la plupart d'entre vous, ça passe même pas le champ de force. D'accord? Donc en gros, c'est des mecs qui essayent de vous attraper, qui essayent de vous frapper, mais la plupart du temps à main nue ou des choses comme ça. Mais qui sont nombreux. Au deuxième tour, ils vont infliger automatiquement un débordement de 14. Là, ça commence à devenir un peu plus problématique. Certains d'entre vous vont commencer à être déséquilibrés par cette horde de créatures.
Au 3e tour, ils vont infliger 21 points de débordement, etc., etc., etc. Donc en gros, ce sont des choses qui va pas falloir laisser traîner, qu'il va falloir essayer de combattre. Et on ne leur fait pas de dégâts individuels. Là, on va utiliser la violence des armes. Donc, typiquement, les sabres brûlants de la rogue, en violence, c'est 0. C'est que dalle. D'accord ? C'est-à-dire que te battre à l'épée contre 100 mecs, oui, tu vas en buter un, tu vas en buter deux, tu vas peut-être en buter 10. Sauf qu'il y en a toujours 90 qui te tombent dessus, quoi. Le fusil à pompe lourd automatique de l'Apriste ou de je crois que c'est Iron, j'en ai la un. Warmaster. Ouais. Là, d'un seul coup, ont des arguments beaucoup plus lourds face à des bandes. Et ils font tout de suite des percées beaucoup plus importantes dans les rangs. Ok ? Donc on sépare bien les combats contre les bandes des combats contre ce qu'on a appelé les hostiles. Des gens un peu plus costauds et un peu plus... Et dans les descriptions, en fait, quand on fait les scénarios, vous comprendrez vite si vous avez affaire à une bande ou pas, quoi. Ok. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que je vous ai pas dit ? Vous avez aussi des grenades. Alors des grenades intelligentes. C'est ça qui est génial. En gros, en dessous, vous avez l'onglet grenade. Globalement, quand vous lancez une grenade, vous choisissez l'effet qu'elle va appliquer. Chaque grenade est en même temps shrapnel, flashbang, anti-blindage, UM ou explosive. Vous avez un petit D'accord. bouton dessus. Vous décidez que vous lancez une UM ou une anti-blindage, quoi. À noter que vous avez que 5 grenades Bah, par dans votre personne. armure. Par personne. Ouais, pas Ouais, Vous êtes bien équipé. ça les va, quoi. plus 1 et plus 2, par exemple, à côté de grenade, il y a plus 1 et plus 2 à gauche. Alors, ouais, C'est ça, le plus 1, plus 2, c'est si vous rajoutez une ou deux caractéristiques à votre jet de dés. Là, si vous Ok. cliquez sur rien, vous pouvez sélectionner 2 caractéristiques. Ouais. D'accord ? D'accord. Avant de cliquer sur le jet de dés. Et si vous cliquez sur le plus 1 ou le plus 2, c'est dans le cadre où vous utilisez un point d'héroïsme. Pour cela, vous rajoutez plus d'une Une caractéristique. caractéristique, ouais. Et, pardon, ça j'ai oublié de vous le dire, et c'est hyper important, si quelqu'un vous aide. En gros, si quelqu'un essaye de vous aider dans une action, donc vous essayez de faire une action coordonnée, vous pouvez rajouter en fait une caractéristique au jet de dés. Qui peut pas être la même qu'on utilise déjà, donc c'est 3 Non. caractéristiques différentes. Ouais, c'est ça. Et aider, c'est une action, c'est ton action du round, j'imagine. Quelque Ouais. chose comme ça. Ouais, Ok. c'est ça. Sachant que chaque round de combat, globalement, vous aurez tous une action de défense, pardon, une action de déplacement et une action d'action, généralement qui peut être combat, d'accord, ou autre chose. Certaines armes qui ont l'effet lourd, donc c'est le cas par exemple des fusils à pompe lourds, alors, la règle pure et dure stipule que ça utilise ton action de déplacement et ton action de combat. D'accord ? Ce qui est quand même ultra violent, ce qui veut dire qu'en fait, quand tu utilises l'arme, tu fais plus rien d'autre que de tirer avec ton arme. Il y a une petite règle maison que moi j'utilise à titre personnel et qui est utilisée par beaucoup d'MJ, et je pense qu'on l'utilisera à Ping-Yao, vu le nombre d'armes lourdes qui vont être utilisées, c'est que en gros tu peux pas utiliser ton action de déplacement pour te déplacer, mais tu peux quand même l'utiliser pour faire autre chose. Typiquement, il y a plein de modules qui vont utiliser une action de déplacement pour l'utiliser. D'accord ? Donc c'est-à-dire que si tu utilises ton fusil à pompe lourd, tu peux pas te déplacer pendant ce tour-là, mais tu peux quand même utiliser ton action de déplacement pour activer, par exemple, un module de ton armure, ou faire une autre action qui nécessite une action de déplacement. D'accord ? Ok. Bon, ça, Ok. c'est du pur méta, on va pas trop se prendre la tête sur les Oui, règles. bon. On verra les mécaniques aussi en cours. Ouais. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, mais je vais me retenir. Vas-y, dis-moi, t'as moins une question. Non, non.